fermé, donc ils ont barré les routes parce qu'il y a eu l'explosion ce matin devant le ministère de l'Intérieur. Il y a eu 15 morts et plus de 60 blessés. On peut s'attendre à des explosions, à des kamikazes tous les jours. Voilà la vie à Kaboul, en Afghanistan. Si vous avez le courage de vous promener dans les rues de Kaboul un mercredi de septembre aux alentours de 11h30 avant la prière de midi, il y a toutes les chances pour que vous croisiez des gens ainsi vêtus. Voici une drôle de chose bleue, longue et fort couvrante qu'on appelle ici le tchadri. Un mode de transport aussi étrange, le tout sous l'œil d'un officier de la jeune armée afghane, inséparable de sa traditionnelle Kalachnikov. Bref, vous êtes bien arrivé au pays des vêtements oppressants. Mais si vous vous rendez à Sharenau, le cœur vibrant de Kaboul en compagnie de Malala Zikriya, responsable d'ONG et bonne connaisseuse des habitudes de ses compatriotes, et que vous prenez par sécurité un peu de hauteur, vous verrez qu'en Afghanistan, il y a derrière les tchadris des êtres vivants et derrière les apparences, une réalité plus subtile. Je vois arriver sûrement une famille. C'est très intéressant parce qu'on voit le monsieur avec le petit garçon habillé aussi avec les vêtements traditionnels et les deux femmes derrière qui portent le tchadri. Il y en a une des deux qui doit être sa femme. Celle qui porte l'enfant, le bébé dans les bras, elle doit être plus jeune. Pourquoi moi je remarque qu'elle est plus jeune par rapport à ses chaussures? Elle a des sandales beaucoup plus hautes et beaucoup plus coquettes. Et le mari qui est fier et qui marche devant. Ce monsieur donc il aime bien sortir avec sa femme, ses enfants et puis l'autre femme qui peut être sa sœur, qui peut être la sœur de sa femme ou une amie. On voit donc passer derrière ces gens-là les deux jeunes filles afghanes. On les voit habillées, alors elles, très coquettes, voilà, jeans, des petits manteaux qui arrivent au niveau des hanches, juste pour cacher les hanches. Mais alors par rapport au tchadri, c'est très différent quand même, elles portent le petit voile. Voilà, elles traversent cette rue tranquillement, sans pour autant être embêtées ou quoi que ce soit. C'est des filles de Kaboulis qui passent très chic et très élégantes. Et elles sont très fières après l'époque où elles étaient obligées de porter tchadri, aujourd'hui de traverser cette rue comme elles ont envie d'être habillées. Lui, c'est évident qu'il est de Kaboul, vu le shalwar kameez qu'il porte, avec en bas de la chemise arrondie et les chaussures pointues très à la mode à Kaboul. Et là, on voit ce monsieur porter ce fameux foulard qui a vraiment un côté fonctionnel en Afghanistan. Et il est porté par tout le monde, pas par une région précise, mais par tous les hommes en Afghanistan. On peut se le mettre sur le visage pour dormir. Ou quand on vient de faire une ablution, on peut s'en servir pour se sécher le visage ou les mains. On peut le mettre sur le sol pour s'allonger, ou s'en servir comme d'un baluchon pour transporter des fruits ou autre chose. En fait, il peut avoir différentes fonctions. On s'en sert comme vêtements, comme drap, comme serviette ou pour se protéger de la poussière. Apparu dans les années 90 au moment de la guerre civile, le gilet multipoche est aussi devenu un vêtement indispensable pour les Afghans, tous soldats ou moudjahidines potentiels. Les poches, dont sont dépourvus les vêtements traditionnels, servent à ranger les 1001 objets nécessaires à la survie ou à la vie quotidienne, ce qui revient au même. On les achète au Bazar Bush, ainsi surnommé, parce que les 70 000 soldats étrangers revendent dans ces sortes de surplus tout ce qu'ils peuvent, des chaussures aux gilets, en passant par la viande de porc que les Afghans réservent à leurs chiens. Si on compte les soldats présents dans la capitale, les policiers, les gardes du corps et autres milices privées, plus les civils qui s'habillent en vêtements militaires, y compris les enfants, on a là une tendance clairement kaki de la mode afghane masculine au début du XXIe siècle. Un autre gilet fort tendance est apparu depuis le départ des talibans en 2002, c'est le gilet pare-balles. Ses ventes explosent depuis 2006, période à laquelle se sont multipliés les attentats suicides. Il se vend dans des boutiques comme celle d'Amin.
La plupart des vêtements que nous fabriquons, ce sont des uniformes et des gilets pare-balles. On fabrique environ 10 à 12 000 uniformes militaires et 10 à 12 000 gilets pare-balles pour différentes sociétés. Les sociétés doivent être agréées par l'ISA. Si elles ne figurent pas dans ce livre, on n'a pas le droit de travailler avec elles. Cette Bible du gilet pare-balles, éditée par une agence de développement, vise surtout à démasquer les kamikazes déguisés en militaires. Les Afghans qui n'ont pas la chance d'avoir de gilet pare-balles devront se contenter de leur foi et de leur turban pour se protéger des attentats. Les dires du prophète, les hadiths, sont importants dans ce pays sunnite. L'immense majorité des hommes portent en effet ici au moins quelque chose sur la tête, par tradition, imitation du prophète, et aussi parce qu'il y a beaucoup de poussière et que le soleil tape fort. Cela va du petit foulard au turban de 7 mètres que l'on enroule chaque matin. La partie descendante du turban s'appelle le chamla. La petite calotte est un minimum pour la prière que l'on prête volontiers à l'entrée des mosquées. Au Parlement comme ailleurs, le turban indique souvent l'origine ethnique de celui qui le porte ou la région dont il vient, et souvent les deux. Le turban marron à rayures est porté ici par un Hazara, une des 3 ethnies principales du pays. Le turban blanc en soie, que voilà, appartient certainement à quelqu'un de Mazar-e-Sharif, ou peut-être de Herat, tandis que les couleurs plus foncées sont portées plus au sud, avec chapeau brodé. La version choucroutante et repassée à l'amidon vient de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. La position de l'extrémité supérieure du turban, qu'on appelle le chaf, donne aussi d'autres informations. Mon turban vient de Paktika. Ce style de turban est porté dans le Waziristan par les ethnies Seleman-Khel. Le tissu vient d'Inde. La plupart des gens de ma tribu s'habillent comme ça, avec un chaloir camise, un gilet et un turban comme le mien. Le turban est noué différemment selon l'âge. Les jeunes l'enroulent comme moi, avec l'extrémité supérieure, le chamla sur le côté, et les barbes blanches, les chefs de tribu, mettent le chamla au milieu. Mais en général, les gens de ma région le portent comme ça. Quant au fameux pakol, appelé chez nous chapeau de Massoud, apprenez qu'il ne caractérise nullement les habitants du Panjshir dont venait le célèbre commandant. Le pakol est un chapeau transrégional qui vient à l'origine du Nouristan, une vallée à la frontière du Pakistan. Hamid Karzai est un président qui a bien compris l'importance de la coiffe. Il adapte facilement la sienne à la région qu'il visite. Dans le sud, il joue avec le chaf et le met à la manière d'un chef. À l'étranger, il ne met rien du tout. Dans le nord, il met un chapeau d'Astrakhan, d'où vient aussi son long manteau rayé en soie verte, le chapan, qui lui a sans doute valu d'être déclaré en 2002 l'homme le plus élégant de la planète. Le président Karzai, quand il est venu au pouvoir après les talibans, c'est pour ne pas choquer, pour ne pas dire que voilà, du jour au lendemain, des vêtements traditionnels, on passe au costume, ça pouvait choquer. Lui, il a préféré garder ce vêtement traditionnel, plutôt pashtoun, le shalwar kameez, mais par-dessus, porter le chapan des Mazaris du Nord. Donc sur le plan politique, ça peut jouer énormément. Au niveau des votes, parce que celui qui est du Sud, il préfère voir son président habillé comme lui, il s'identifie par rapport au président. Et ce chapan est devenu à la mode aujourd'hui. Tous les Afghans qui sont un petit peu pro-Karzai, on les voit, qui portent quand même le chapan. Personnellement, je ne suis pas pour l'uniforme. Je ne suis pas pour l'uniforme, mais je défends le port du costume, pour ceux qui le veulent. C'est beaucoup mieux. Parce que le Parlement afghan est non seulement en relation avec le peuple afghan, mais aussi avec les parlementaires et les habitants du monde entier. Et le fait de porter un costume peut montrer notre ouverture d'esprit.
En dehors de quelques notables exceptions, le chalwar kamise, littéralement pantalon et chemise, est devenu l'uniforme bien aéré des hommes afghans depuis une vingtaine d'années, lorsque les moudjahidines sont arrivés au pouvoir. Longtemps considéré comme un vêtement typiquement rural, il fut même interdit dans les administrations et les lieux publics, ou même les cinémas. Selon la région, il est plus ou moins long, brodé ou pas, mais souvent fait sur mesure, avec des tissus de différentes qualités. Le troisième candidat lors des dernières élections présidentielles s'appelait Ramazan Bachardoust. Son programme populiste et anticorruption l'a amené à faire vœu de pauvreté. Le tissu de mon chalwar kamise vaut 1 euro le mètre. Et le tailleur prend 3 euros pour le coudre. Le tissu de mon gilet vaut à peu près 1 euro le mètre aussi. Et mes sandales sont fabriquées en Afghanistan et je les ai achetées environ 7 euros. Il y a 2 ans, au bazar de Mandawi. Pour la campagne électorale, je me suis fait des vêtements qui sont devenus mon symbole à moi. Je me suis dit que pour servir mon pays, pour être l'esclave de la nation, j'allais mettre les couleurs du drapeau afghan autour de mon cou, telle une chaîne. Les vêtements traditionnels que je mets, qui sont portés par les couches sociales les plus populaires, s'accordent avec la vie que nous menons. Dans leur maison, la plupart des Afghans n'ont pas de chaise, pas de canapé, ils s'assoient par terre. Ils mangent par terre. C'est pas facile de s'asseoir par terre avec un pantalon, en tailleur comme on dit. Il y a de fortes chances de déchirer son pantalon. Et d'autre part, nous n'avons pas les moyens de nous habiller d'une certaine manière la journée et d'une autre manière le soir. Il y a des Afghans qui gardent les mêmes habits pendant 1 semaine, jour et nuit. Ils travaillent avec les mêmes vêtements, ils dorment avec. Ça pourrait changer si la situation économique s'améliorait. Partout en Afghanistan, même si la situation économique ne s'améliore pas, les vêtements continuent à respecter des critères dictés par la religion. Le chalwar kamise est bien pratique pour faire ses ablutions et ne doit en aucun cas comporter de souillure si on veut le mettre pour faire la prière. Dans toutes les mosquées du pays, des mollahs exhortent leurs fidèles à respecter et faire respecter des tenues vestimentaires pudiques. Vous ne venez pas assez à la mosquée pour écouter les hadiths, les paroles du prophète. Vous vous dites à quoi bon écouter les hadiths? Vous allez faire des prières, et pendant ce temps, votre fille regarde la télévision. Elle regarde des séries indiennes au lieu de venir étudier le Coran à la mosquée. Elle regarde des gens mal vêtus, des corps dénudés. Vous n'avez pas honte? Pour connaître les règles vestimentaires plus précises proposées par le Coran, on peut aussi s'adresser à une star dans la matière, Niazi, un docteur en théologie qui a étudié à la faculté d'Al-Azhar en Égypte et connaît la question sur le bout des doigts. Les vêtements sont un bienfait de Dieu. Selon le Coran, les vêtements ont 2 buts. Premièrement, couvrir le corps, le cacher. Et deuxièmement, vous embellir. Le corps de l'homme doit être couvert du nombril au genou. En revanche, pour ce qui est des femmes, elles doivent avoir tout le corps couvert lors des prières, à l'exception des 3 membres selon la jurisprudence islamique d'Imam Hanifa. Le visage, les mains jusqu'aux poignets, qu'on appelle kafain, et les pieds jusqu'aux chevilles. Les femmes ne peuvent montrer leur visage qu'à leurs proches, leurs mahram. Et aujourd'hui, au nom de la mode, les femmes s'habillent n'importe comment.
Comme le visage est porteur de tentation selon l'islam, la femme ne doit pas montrer son visage à des inconnus. Elle ne peut pas le montrer à d'autres personnes que ses proches. L'esprit ingénieux des couturiers afghans a donc trouvé une solution qui règle tous ces problèmes. Un voile intégral avec petits grillages brodés. Ce vêtement aux 1000 plis qui rayonne autour d'une calotte brodée, souvent bleue, a des origines qui remontent probablement à la Perse antique et au sous-continent indien. Pour les Occidentaux, il est devenu le symbole de l'oppression des femmes afghanes. On leur a pris une partie de leur liberté vestimentaire, liberté de pouvoir marcher dans la rue tranquillement comme les autres. Quand on porte ce tchadri, il faut savoir comment marcher. Déjà, il faut apprendre à marcher, à s'habituer. On ne peut pas voir, il faut voir que devant soi et pas du tout, comme un cheval, je dirais. Et pas du tout voir sur le côté. Sur le côté, il faut tourner la tête, parce que avec le grillage déjà, c'est très difficile. Depuis le départ des talibans, le port du tchadri a sensiblement diminué à Kaboul. En revanche, dans le reste du pays, les traditions restent bien ancrées et les provinces continuent de venir s'approvisionner chez ce grossiste du bazar. Tu veux combien de tchadri? Et dans quelle couleur tu les veux? Pour les vendeurs de tchadri, les affaires sont prospères. Le marché continue de se porter à merveille puisqu'on estime que 2 Afghanes sur 3 portent occasionnellement le voile intégral. Celui-ci est à 10 €. Si tu veux, l'autre est à 7 €. Combien tu peux mettre? Le concept de shopping féminin n'a pas cours. Ici, pas question pour les femmes de venir elles-mêmes essayer leur nouveau tchadri. Tiens, voilà, c'est ça la longueur. Ça te convient? C'est la bonne longueur? Allez, tiens le tendu et ne bouge pas. C'est monsieur qui décide de cacher sa femme, c'est donc lui qui fait les courses. Et muni d'un fil avec lequel il a mesuré madame, il acquiert le tissu dont on fera l'ourlet du bas afin de l'ajuster parfaitement à la hauteur voulue. Ça fait 28 ans que je vends des tchadris dans ce même magasin, au bazar de Mandawi. Les couleurs noires et blanches sont portées à Khost. La couleur blanche, c'est à Herat, Pul-e-Humri, Mazar et Shebelhan. Les couleurs bleues et gris sont utilisées à Kaboul et ses environs. Les autres couleurs que vous voyez sont portées seulement à Kandahar et à Gereshk. Il y a des jours où je vends 500 tchadris, parfois 200. Et puis il y a des jours où je n'en vends que 10 ou 15. Ça dépend des saisons. En ce moment, c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de mariages et j'en vends beaucoup. Dans la famille, on est vendeur de tchadri depuis des générations. Et je suis obligé d'en vendre. Vous savez combien je paye de loyer? 1000 $. Et si j'en vends pas, alors je suis foutu. On remarque qu'il y a des femmes qui portent ce tchadri parce qu'elle a envie de le porter. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas qu'on l'identifie, elle n'est peut-être pas maquillée, elle n'est peut-être pas bien coiffée, et puis elle a envie de faire ses courses, aller chercher du pain, elle ne veut pas voir d'autres gens. Si le port du tchadri est le plus souvent dicté par les hommes pour des motifs religieux, il arrive que les femmes le mettent pour des raisons beaucoup plus prosaïques, comme par exemple avoir la paix. C'est au sud de Kaboul, à l'extérieur de la ville où l'insécurité est plus grande, que vit Mariam, qui a 40 ans et 6 enfants. Elle entretient avec son tchadri un rapport que l'on peut qualifier d'assez détendu. Arrête de manger ça. Elle a fini tous les bonbons. Quand je vais loin de chez moi, je mets le tchadri. Mais si je reste dans le voisinage, je mets juste mon châle. C'est comme ça dans la tradition afghane. On met un voile avec une tunique et un pantalon penjabi, comme ceux que je porte. Ici, les petites filles veulent elles aussi mettre un voile, comme leur mère, dès le plus jeune âge.
Dans les années 70, les intellectuels et les bourgeoises de Kaboul ne mettaient pas vraiment de tchadri. Le port du voile avait été rendu facultatif par décret en 1959. À l'époque, on mettait la même chose à Kaboul qu'à Paris, comme on le voit sur ce film de famille. Wajma est revenu en Afghanistan pour finir son doctorat et regarde ces images avec un mélange de nostalgie et de colère. C'est une révolution rétrograde. Au lieu que notre pays avance et se modernise, on est revenu encore plus en arrière. Au lieu que ce soit les intellectuels qui prennent le pouvoir pour promouvoir la liberté, ce sont les obscurantistes qui sont de plus en plus nombreux. C'est malheureusement eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui mettent la pression sur les femmes. Moi-même, quand je ne porte pas le voile ou quand il tombe dans la rue, les gens disent « Ce n'est pas une Afghane, c'est une étrangère ». Mais moi, je me retourne et je dis « Non, je ne suis pas une étrangère, je suis afghane ». Je leur dis « Ni ma mère, ni ma grand-mère ne portaient le voile ». Quand je ne mets pas le voile, c'est parce que je pense à ma mère, à ma grand-mère qui se sont battues, qui ont manifesté pour obtenir leurs droits, pour pouvoir s'habiller comme elles veulent. Le fait de ne pas mettre le voile, c'est devenu quelque chose de très important. Si une femme ou une jeune fille ne met pas le voile dans la rue, les gens disent qu'elle est athée, ou même pire, que c'est une fille de mauvaise vie. Ainsi, dès qu'elles sont en âge d'aller à l'école, les petites filles commencent à porter le voile, un foulard blanc, plus ou moins couvrant, ou un marnaé, une cagoule à la mode iranienne. Il n'y a pas de loi, mais il n'y a pas non plus de jeunes filles sans voile dans les écoles afghanes, pour autant qu'on les laisse aller à l'école. Pendant ce temps, Zoleira, styliste cosmopolite, s'est mise en tête d'inventer de nouveaux vêtements pour reconstruire un pays sans armes, ni tchadri. Elle a créé une collection de prêt-à-porter utilisant des étoffes tissées localement et réalisées par une cinquantaine de femmes, toutes plus belles les unes que les autres. Chacun et son enfer, pratiquement. Donc à partir de cette base de matériaux traditionnels primaires, j'ai créé une variation de différents modèles, toujours sur la base du caractère du chapan, qui est la rayure. Tous ces tissus afghans sont caractérisés par rapport à ces lignes qui en fait qui est construite sur la base du loom, qui est la machine à la main. C'est une autre veste qui reprend le tissu de Karzai, le tissu de Mazar, mais j'ai changé les couleurs. J'ai enlevé totalement le vert. Le vert est très fort. Donc là, la base, c'est le beige, qui est assez une couleur neutre. Et la même chose, les broderies qui sont faites, ils ne sont pas faites à la main, c'est à la machine. Donc j'aime bien mélanger ce côté un peu technique moderne et la main. Il ne faut pas donner donc cette fausse image de la femme afghane aujourd'hui qu'elle peut tout faire. Là, je pense que c'est surtout à Kaboul et pas dans les autres régions. Pour moi et pour ces femmes, il y a la présence des talibans. Et on sent cette insécurité, cette peur. Alors on se demande qui fait la loi dans ce pays. Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que ce sont ces fondamentalistes qui ont été au gouvernement à l'époque des talibans et voilà, qui gèrent encore certaines régions. Il y a encore du travail à faire. Et surtout pour la femme, parce que pour la femme afghane, c'est très très difficile. जिया इंतजार का जिया तलब गा